C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le poste électrique de Semekoji est désormais mis en service. Il vise à rendre disponible l'énergie pour les usages domestiques et industriels avec un taux national de couverture de 75% d'ici 2025. L'aéroport de Cotonou éprouve son dispositif sécuritaire. C'est à travers une simulation de prise d'otage d'un aéronef. Suivez le film de l'opération avec William Tchouki. Et puis le code de déontologie et de l'éthique dans les médias est en relecture. Face aux réalités du numérique, le document est dans un processus de mise à jour pour faciliter l'autorégulation des médias. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est un pas de géant que le Bénin vient de faire avec la mise en service du poste électrique de Semekoji. Il vise à développer l'accès à l'électricité pour les usages domestiques et industriels avec un taux national de couverture de 75% d'ici à 2025. La cérémonie d'inauguration avec Renaud Akarpo et Alain Sochouma. Implanté à Tanzon, dans la banlieue de Semekoji, ce poste de transformation électrique vient couronner l'ultime étape d'un projet de grande envergure. Le PAD SBE est à sa phase terminale. Il égrène cette énième infrastructure qui vient changer le décor avec des équipements de dernière génération. La cérémonie officielle d'inauguration du joyau a mobilisé une belle brochette de personnalités. Ce poste de transformation électrique a pour but de stimuler le développement de la zone industrielle de Séné, en lui fournissant une énergie électrique fiable, stable et de qualité. 200 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Bénin a mobilisée pour développer l'accès durable à l'électricité de qualité. Les travaux confiés au groupe Vinci Énergie pour une durée de 3 ans ont été exécutés selon les standards internationaux. Nous avons le profond sentiment en tant que CEB que ce qui est mis en place est fait dans les normes de l'art. La construction de cette ligne souterraine en haute tension à Tanzon vient parachever la dernière phase d'un gigantesque chantier. Alors ce poste de Semekoji est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Simplement parce que la tension qui sera disponible au niveau de ce poste est importante, puisqu'on a 200 MW en haute tension et 80 MW en moyenne tension. C'est le plus gros contrat que nous avons réalisé. Au départ, c'est dans les 3 ans et nous l'avons fait en 2 ans et demi. Avec une qualité inégalée. C'est un haut niveau de qualité et un grand niveau de standard. Donc c'est une grande fierté. L'achèvement de ce projet est source d'espoir pour de milliers de foyers et le monde industriel, car il vient combler le déficit d'énergie qui a manqué pour la viabilisation de la zone économique de Semekoji. Je voudrais donc exhorter la SBDE, la CEB et la SBE à pouvoir entretenir et gérer convenablement ces infrastructures afin que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à de l'énergie de qualité. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a réitéré l'engagement du gouvernement qui est celui de faciliter l'accès à tous à l'énergie électrique. Ce projet, en traversant près de 33 communes, permet aux populations d'avoir accès à une énergie de meilleure qualité et bien sûr à un coût plus abordable. Il ne vous est pas échappé que ce projet vient aider à faciliter l'alimentation en énergie de cette zone industrielle de Semekoji, mais aussi Glodibé, notre zone économique phare, et donc le développement industriel de ce pays. Cette cérémonie de remise officielle s'est refermée sur la remise de clés de 8 véhicules de dépannage, un don du groupe Vinci Énergie à la Société béninoise d'énergie électrique. Et selon le ministre de l'Énergie, le Bénin devrait intégrer dès 2025 la liste des pays producteurs de pétrole. Les recherches menées de concert avec des experts ont été concluantes. Samou Adambi annonce aussi l'extraction et la commercialisation de l'or sur nos sites aurifères. Voici un extrait de ses propos. Je voudrais, avec la permission de l'État, vous rassurer que notre pays sera un pays minier, effectivement, à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer par véritablement exploiter ce que nous avons comme mine. Si vous allez à Glodibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux.
à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin. L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre. Vous commencez par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Le Bénin. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers des partenaires sérieux. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite par la grâce de Dieu. Pour renforcer la transparence dans la désignation des candidats à la décoration, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin multiplie les rencontres avec les potentiels bénéficiaires. Elle a organisé dans ce cadre un atelier sur les mutations en cours au sein de l'institution. Les assises dédiées aux partenaires sociaux ont démarré à Boïcon. Les détails avec Pierrette Adayossi. Nous avons les nominations et promotions à titre exceptionnel relevant du président de la République. Cet atelier est un cadre d'échange sur les grands changements en cours à la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin. Il permet aux travailleurs de s'imprégner des critères de leur éventuelle décoration. La grande chancellerie a pour mission d'honorer ceux qui se distinguent par leur engagement envers notre nation. Cependant, nous vivons une période de mutation marquée par un besoin croissant de transparence et d'équité dans le processus de désignation des candidats à la décoration. Cet important atelier qui porte sur les différentes mutations en cours à la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin est d'une importance capitale. La grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin, en sa qualité d'institution chargée des décorations présidentielles, militaires et civiles, se doit d'entretenir un cadre d'échange avec ses partenaires, que sont les organisations syndicales, afin que ces représentants des travailleurs soient au parfum des mutations majeures qu'opère l'institution à leur profit. Les assises de Boïcon vont contribuer à l'amélioration du système de désignation des candidats. Un système de décoration plus juste, comme le désire la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. L'aéroport de Cotonou répond-il aux normes internationales en matière de sécurité? Son plan de contingence a été testé à travers une opération de prise d'otage d'un aéronef. Le film avec William Chucky. Des hommes armés à bord de cette voiture viennent de forcer l'entrée de l'aérogare de Cotonou. Ils pénètrent la plateforme portuaire, prennent en otage cet aéronef, à bord 40 passagers et 7 membres d'équipage. À l'intérieur, la panique générale. Les assaillants sont menaçants, avec des exigences bien précises. J'exige la libération immédiate de notre leader, Pim Pim. Je veux que... C'est un branle-bas de combat à l'aéroport de Cotonou. Très vite, le comité de crise s'installe et tente de négocier avec les preneurs d'otages. Pour la libération, accordez-nous du temps. L'argent, nous sommes disposés à vous l'amener tout de suite, en cash. L'exercice à Gaudier de la sûreté aéroportuaire vient d'être lancé. Une simulation grandeur nature de prise d'otage. Elle vise à tester l'efficacité du système de sécurité de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Tout le monde a fait jouer le jeu, tout le monde s'est mis dans la peau de celui qui agit au moment opportun et on sait moins marcher sur les pieds et c'est ça l'essentiel. L'opération a mobilisé tous les compartiments de l'arsenal de sécurité et de sûreté de l'aéroport de Cotonou. Les différentes forces de défense et de sécurité nationales. Nous avons eu l'occasion de tester
le plan d'urgence de l'aéroport et de voir les défaillances éventuelles qu'il pourrait y avoir dans ce plan et aussi les moyens à mettre en œuvre pour que nous atteignions la perfection. 3 heures durant, le comité de crise, les négociateurs ont mis les bouchées doubles pour éviter le carnage, libérer les otages. Et après 3 heures de tests, le comité de crise composé d'autorités, de techniciens aéroportuaires et d'hommes en uniforme apprécie le dispositif de sécurité de l'aéroport de Cotonou. J'ai déjà eu l'occasion de participer à ce genre de simulation qui d'abord est dans la routine d'un aéroport normal dans un pays normal. Et nous avons repris les bonnes habitudes. Alors ces exercices dont on ne souhaite pas vivre ces événements grandeur nature, grandeur réelle, sont là pour tester la réactivité de nos forces de défense de sécurité, de notre système sécuritaire, de tout ce qui est mis en place pour que l'aéroport soit sûr, que le pays soit sûr, que chacun sache son rôle. Et c'est aussi des exercices qui viennent révéler les insuffisances, les lacunes du dispositif. Donc quand ces lacunes sont révélées, on les corrige pour être encore plus efficaces, plus pertinents. L'exercice s'est bien passé. On n'a pas eu, comme on le dit très souvent, une crise dans la crise. Nous avons joué tous les rôles qui sont prévus. Et donc cela déjà est une satisfaction. On peut être satisfait du travail, même si on sait, comme dans tout travail, dans tout exercice, qu'il y a des choses à retravailler ou à améliorer ou à rediscuter aussi avec nos partenaires. La coordination, c'est la base du fonctionnement d'un aéroport. S'il n'y a pas de coordination, pas de facilitation, il n'y a pas d'aéroport. Donc tous les gens qui ont participé à cet événement, à cet exercice, sont des gens avec qui on travaille en permanence et avec qui, tous les jours, on est là pour servir les passagers, servir le territoire et le Bénin pour que les avions partent et arrivent, que le fret parte et arrive, que tout soit fait dans les conditions de sécurité et de sûreté les meilleures. Parce qu'en fin de compte, notre vrai métier, leur métier de base, aujourd'hui, c'est la sûreté et de la sécurité. Bientôt, un nouveau code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Le document est en relecture et semble indispensable face aux réalités du numérique. L'ONG WeWorld, partenaire de l'ODEM, a organisé un atelier pour présenter le projet du code, une étape importante dans le processus d'autorégulation des professionnels des médias. Simon Villon et Blaise Adampo. Dans la pratique de leur métier au Bénin, les professionnels des médias s'appuient sur le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Cet instrument d'autorégulation date de 1999. 25 ans après, et face aux réalités qui s'imposent, notamment le numérique, il importe d'y apporter de nouvelles touches. Nous sommes partis donc désormais de 26 articles à 33. Désormais, nous avons 33 articles du code. La structuration a légèrement changé. Nous avons proposé au début un glossaire pour permettre donc d'avoir la compréhension de quelques notions clés comme vie privée, intérêt public, sûreté de l'État, qui sont des éléments qui prêtent à confusion et qui sont également des sources de plaintes. Après, nous avons donc 25 devoirs et 6 droits. Et après, 12 directives. Avant sa validation, le nouveau code de déontologie de la presse béninoise doit passer par plusieurs étapes. L'atelier de ce jour, organisé par l'ONG WeWorld, est l'un des derniers virages. Une étape de ce projet était aussi d'améliorer le cadre de déontologie, donc l'appui à l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie au Bénin. Donc travailler sur la formation de leurs conseillers, les appuyer dans leur suivi et monitoring des médias et aussi améliorer le cadre, donc le cadre de la déontologie qu'on est en train de faire cet exercice aujourd'hui. Avec la relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias, un pas sera certainement franchi vers une presse béninoise plus responsable et plus crédible. Lutte contre les comportements déviants, facteur du décrochage scolaire au Bénin. Cette composante du projet SOED est en cours d'évaluation à Grand-Popo. C'est un atelier pour capitaliser les acquis et donner une chance de les pérenniser. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane pour les précisions. L'atelier est participatif et a pour objectif de motiver la poursuite et la généralisation de l'expérience de la campagne de lutte et de prévention des comportements déviants et les abus sexuels en milieu scolaire.
Et c'est donc l'occasion pour nous ici de vous remercier et de vous inviter donc à non seulement apporter vos observations à ce rapport, puisque nous sommes à la fin de ce projet, de pouvoir nous aider vraiment à sortir de cet atelier avec des orientations fortes qui nous permettront d'affiner l'approche d'intervention de cette initiative avec ou sans le projet SWED. L'initiative portée par la direction des enseignements secondaires généraux bénéficie du financement de la Banque mondiale à travers le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Sa mise en œuvre a permis de combattre certains comportements préjudiciables au sein des établissements scolaires. Nous avons fait l'effort de réunir quand même tous les acteurs qui doivent s'impliquer si pérennisation il devait y avoir. La mise en œuvre de cette campagne nous a quand même déjà permis d'observer certains effets qui notent déjà l'élimination quand même de ces comportements-là. Mais notre crainte est que si nous ne persistons pas dans cette campagne, nous avons peur que le mal revienne. Le secrétariat général du ministère vous rassure et vous réitère son accompagnement aux côtés du partenaire privilégié qu'est le SWED pour l'appropriation des leçons apprises et les expériences capitalisées afin de faciliter l'implémentation dans nos établissements publics et privés. La composante 1 du projet SWED vise à accroître la demande pour les produits et services de santé sexuelle et reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Le dossier du jour s'intéresse au harcèlement scolaire. Il se traduit par des comportements agressifs et répétés entre élèves qui peuvent inclure des insultes, des moqueries, des menaces ou même des coups. Cela peut par exemple conduire une victime à abandonner l'école. Rebecca Kinjaounde et Edmond Rumbo ont questionné quelques élèves victimes et bourreaux. Agression physique comme des coups et bousculades. Insultes, moqueries ou intimidation verbale, exclusion d'un groupe, rumeurs ou manipulation des relations sociales. Ces types de harcèlement sont très fréquents dans les écoles, un problème sérieux qui est souvent relégué au second plan, le harcèlement sexuel, focalisant toutes les attentions. C'était lors des cours de vacances dans une école privée de la commune. Il y avait une fille qui était la petite fille du fondé. Cette fille, elle se croyait supérieure pour tout le monde parce qu'elle était belle, ses parents étaient aisés, elle avait de l'argent, elle portait les plus beaux trucs. Elle embêtait tout le monde, élève comme professeur. Un jour, à la récréation, par mégarde, un camarade, en allant, a arrêté ses chaussures. Subitement, elle retire le camarade et commence par dire des choses pas possibles. Donc, que l'agent qui a sauté ses chaussures pouvait nourrir le camarade pendant des mois et nourrir aussi ses parents. Que lui, il est qui? Moi, dans le collège, Salvador est élève en classe de terminale. Contrairement à Sylvana et Samuel, il a été à la fois victime et bourreau. Son acharnement sur un de ses camarades, à travers insultes et moqueries, va conduire la victime à abandonner le chemin des classes. Si tu dis mal un mot, on essaie de t'infliger le mot comme un surnom. Et cela a conduit à l'abandon de l'école d'un de nos camarades. Et ça a été vraiment touchant. Ça l'a touché psychologiquement. Il n'a pas pu continuer les écoles. Il a abandonné. Il a commencé la soudure. Moi, personnellement, je me suis rendu compte que ce qu'il avait fait, c'était pas bon. Et puis, je me suis rapproché de mes camarades en leur disant que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon et qu'on devait arrêter. Et le plus intéressant dans cette affaire... Les statistiques sur le harcèlement entre apprenants au milieu scolaire varient d'un pays à un autre et selon les études. Mais un point fait l'unanimité. Les victimes de harcèlement scolaire peuvent souffrir de problèmes de santé mentale comme l'anxiété, la dépression et des troubles de l'estime de soi. Cela peut aussi affecter leur performance scolaire. Ce sont souvent des apprenants qui deviennent subitement timides
qui n'aiment plus prendre la parole ou qui restent dans leur coin. Du coup, le rendement baisse en même temps. On constate qu'il y a une forme de repli sur soi. Soit c'est les deux revers, soit l'apprenante ou l'apprenant se renferme et s'isole, elle n'a ou il n'a plus de camaraderie comme ça, ou bien c'est l'effet contraire, c'est-à-dire que la personne devient agressive. Elle devient une forme, elle vit une forme d'irritation. Elle a l'habitude de développer une forme de violence, que ce soit physique ou parfois également verbale. Selon les statistiques, environ 70% des élèves ont été témoins de harcèlement. Certains choisissent le silence pour des raisons personnelles ou pas peur d'être la prochaine cible. Renforcer le rôle des jeunes dans la paix par la lutte contre l'extrémisme non violent, Parakou a abrité sous ce thème un atelier de formation des jeunes. L'initiative est portée par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en collaboration avec la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO. Les détails avec Kolaole Biaou. Votre extrémisme vous empêche de vous Cet atelier, initiative de l'ICESCO, entendez l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture, vise à éviter aux jeunes de tomber dans la radicalisation. L'organisation de cet atelier répond à un double impératif. Renforcer le rôle des jeunes dans la paix et lutter contre l'extrémisme violent. Les jeunes constituent, s'ils sont aguerris, un bon rempart contre l'extrémisme violent. Vous convenez avec moi que ces jeunes peuvent jouer un rôle capital dans la riposte contre l'extension de l'extrémisme et ses corollaires. L'atelier qui nous regroupe aujourd'hui témoigne doublement de l'importance que l'ICESCO accorde à la jeunesse. D'une part, il s'inscrit dans le cadre de notre programme des jeunes professionnels. D'autre part, il est dédié à la jeunesse qu'il est important d'outiller et de renforcer afin qu'elle soit le premier rempart contre l'extrémisme violent et le premier acteur dans la promotion de la paix. Le ministère des enseignements maternels et primaires salue l'idée qui met au premier plan la formation humaine pour la lutte contre l'extrémisme violent. L'ICESCO, en appuyant le Bénin dans la promotion de la paix, utilise cette voie, c'est-à-dire la voie de l'humain, pour semer dans les cœurs des jeunes des graines de paix qui vont germer pour faire reculer manifestement les frontières de la rancœur, de l'intolérance et de la haine à l'origine de l'extrémisme violent. La cinquantaine de jeunes mobilisés viennent de Ifanyi et des communes frontalières des départements du Nord Bénin. À l'instar des autres départements du pays, le Zou prend une part active au mois du consommant local. Sur initiative de la communauté des communes du Zou en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine et Sens Bénin, Zakota abrite la 8e édition des saveurs locales du Zou. Elle vise à promouvoir les produits fabriqués dans les communes du département. Pierrette Anayoshi et Canel Capo. Encourager le savoir-faire des artisans et producteurs locaux et promouvoir l'économie locale. C'est le double objectif poursuivi par les organisateurs de la Foire des produits locaux. Pendant 4 jours, les visiteurs auront droit à une panoplie de produits exposés. Nous sommes spécialisés dans la transformation des pelles en objets d'art et de beauté. Par exemple, ce drapeau, c'est fait avec les pelles. Et l'Amazone également, c'est fait avec les pelles. Et il y a tous ces articles qui sont également faits avec les pelles. Nous venons ici pour exposer les produits que nous avions faits à base de moringa. Le thé de moringa, la poudre des feuilles de moringa, du tofu au lait que nous avons l'habitude de manger. Et nous avons introduit maintenant la poudre de moringa dedans, donc du tofu au moringa. L'objectif principal visé est la promotion de l'économie locale, c'est-à-dire la valorisation de nos talents locaux et des produits
locaux. Cette 8e édition de la foire des saveurs locales du Zou met ainsi en valeur les petits producteurs en plaidant pour l'achat de leurs produits. Les saveurs locales du Zou constituent un espace privilégié d'échange économique et de promotion du consommation local qui souscrit à la cohérence de la démarche Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire PEST. Elles permettent également aux entrepreneurs solidaires, aux porteurs de projets d'entreprise, aux consommateurs et aux élus locaux de partager les rêves d'un territoire où les questions essentielles liées au développement économique local sont articulées autour de la valorisation des produits locaux. Et cela pour permettre à nos vaillants et vaillantes entrepreneurs un espace pour mettre en avant leurs produits, qu'ils constituent des réseaux d'acteurs et qu'ils soient de plus en plus performants. Je voudrais nous inviter tous à faire un effort, ne serait-ce que cette période-là, pour valoriser notre production locale. Ça va développer l'industrie de chez nous. Au menu de la foire qui s'étend sur plusieurs jours, des expositions vente des produits faits exclusivement dans le Zou, des formations en restauration, des concours en art culinaire et de la musique traditionnelle. Des panels de discussion sur la valorisation des produits locaux sont également prévus. Hors du Bénin, en République démocratique du Congo, la société chinoise chargée de l'exploitation des mines d'or se retrouve dans le collimateur du gouvernement pour extraction illégale dans la région de Kivu. À Genève, l'ONU alerte contre les atrocités criminelles commises dans le nord de Gaza. Ayeloujou Amoussou et Brice Menahi nous résument l'actualité internationale. À Kitoto, en République démocratique du Congo, le père italien Davide Marchesselli se bat depuis des années contre les sociétés chinoises qui exploitent l'or illégalement dans la région. Des centaines d'entreprises étrangères, principalement chinoises, exploitent l'or de la province riche en ressources naturelles du sud Kivu, sans déclarer leurs bénéfices et sans permis selon les autorités locales. Conséquence, des rivières sont polluées, des plantations détruites et même les manifestations sont réprimées. L'extraction semi-artisanale est interdite aux étrangers par le code minier, mais des sociétés chinoises utilisent ces coopératives locales comme partenaires pour extraire le minerai. Les exportations d'or artisanal venant du sud Kivu étaient passées de 42 kg en 2022 à plus de 5 tonnes en 2023, soit environ un sixième des volumes d'or exportés chaque année par la RDC et officiellement déclarés. Au Mozambique, la commission électorale a annoncé jeudi l'élection du candidat Daniel Chapo, ancien gouverneur provincial de 47 ans. À l'annonce de sa victoire à la présidentielle, 2 semaines après le scrutin du 9 octobre 2024, des centaines de manifestants protestant contre des fraudes qualifiées de grossières par l'Église catholique ont pris la direction du centre de la capitale où la commission électorale délivrait les résultats. Des confrontations entre policiers et manifestants dans plusieurs villes ont fait des blessés ainsi qu'un mort à Nampula. Investi par le Frélimo qui est aux manettes de ce pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle, Daniel Chapo a obtenu près de 11% des voix contre 20% des suffrages pour l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des tricheries. La participation a été particulièrement faible. Elle est de 44,48% et inférieure à celle de 2019. Le nord de la bande de Gaza vit ses heures les plus sombres. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU avertit ce vendredi que l'action d'Israël pourrait s'apparenter à des atrocités criminelles. La situation s'aggrave de jour en jour. Les politiques et pratiques du gouvernement israélien dans le nord de Gaza risquent de vider la zone de tous les Palestiniens. Il y a plus d'un an que la situation fait état de plus de 150 000 morts, blessés ou disparus à Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. La communauté internationale, inquiète de la situation, a ordonné à l'armée israélienne le déplacement de centaines de milliers de personnes sans garantie de retour. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.